Journalisme en République démocratique du Congo, entre militantisme et professionnalisme, que faire? 100 jours du gouvernement Sama Lukonde, quelle est la femme qui a marqué les 100 premiers pas des Warriors? Processus de désignation de délégués à la CENI, et si la clé du consensus au niveau des confessions religieuses était une femme? Le débat au féminin reçoit ce samedi, 13h30, après les infos, Josette Kaya et Paulette Kimuntu, journalistes indépendantes. Le débat au féminin, c'est sur Top Congo F. Bienvenue dans votre débat du week-end, le débat au féminin. Aujourd'hui, nous allons parler de nous. Nos journalistes, des voix s'élèvent en interne tout comme à l'externe et affirment que la profession se meurt. Il faut sauver la profession. L'un des moyens trouvés par l'UNPC, par exemple, est un communiqué de son président, mettant en garde contre tout militantisme dans les chefs des journalistes. Alors, est-ce la solution? Le président de l'UNPC a le droit de prendre des décisions que certains jugent unilatérales. Existe-t-il le militantisme dans la presse et dans les médias congolais? Ou allons-nous vers une dérive tendant à museler la presse et à imposer une pensée unique? Nous parlerons également de 100 jours du gouvernement Sama Lukonde, qui est, selon vous, la femme qui est sortie du lot pendant ces 100 premiers jours. Vous pouvez répondre, mais il y aura 2 personnes qui vont répondre ici sur ce plateau. Et nous parlerons également du processus des désignations des délégués à la CENI et si la clé du consensus était une femme. En tout cas, merci de nous rejoindre dans le cadre de votre débat. J'ai toujours dit que ça se passe entre femmes, mais ça n'a rien de sexiste. Sur ce plateau, 2 grandes dames de la presse, je les surnomme les Amazones de la presse congolaise. Nous avons Paulette Kimuntu, journaliste indépendante. Bonjour et bienvenue. Merci Élisée Olia. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et Josette Kaya. Bonjour Élisée, bonjour à tous nos éditeurs, bonjour à la sublime Paulette. Il nous arrive pas très souvent, on va parler de nous. Okay. On va se taper dessus un peu parce que les autres nous tapent déjà dessus. On va faire une sorte d'introspection. Certains diront c'est une autoflagellation, mais non, on va faire une autocritique quand même de notre profession. Il faut que ça arrive. Voilà, on se remet un peu en cause et dire, vous par exemple, la dernière fois, Josette Kaya, vous avez dit, bon, vous êtes journaliste, mais en même temps, la communication d'un parti, ça pose pas un problème? Ça pose pas un problème. Je sais que vous avez du mal à oublier. Et surtout quand vous avez déjà dit ce jour-là que nous allions y revenir. Et voilà que j'ai fini dans votre filet. Eh bien voilà, c'est pour moi, je me dis que ce n'est pas un péché. Parce que sous d'autres cieux, nous avons vu des journalistes qui ont versé dans la politique. Et une fois que l'un des amours, parce que pour moi, les 2 métiers sont mes amours. Je suis en train de voir qu'est-ce qui va prendre les déçus pour que j'abandonne l'un et je puisse vraiment m'atteler sur l'autre. Mais en attendant, entre la politique et le journalisme, il n'y a pas de pas. Il n'y a même pas un seul pas, il n'y a pas de pas. Sauf que, 2 fois, je voudrais être derrière le micro et 2 fois, je voudrais être devant le micro. Et c'est pour défendre ce que nous avons l'habitude de décrier. Parce que quand un journaliste reçoit un invité sur son plateau pour, par exemple, débattre d'un thème, le journaliste est censé avoir une partie des réponses ou de la réponse par rapport à la préoccupation. Alors on s'est dit, si une fois on sent qu'on peut passer de l'autre côté, pourquoi pas le faire? Et surtout si c'est une ambition qui a été nourrie depuis des années. On va y revenir. Je reviens à Paulette Kimuntu. Madame Josette Kaya, on sait que maintenant elle est dans une étape, une phase où elle doit faire le choix, mais elle s'assume. On vous indexe plutôt d'être trop proche d'une frange. Comment vous vivez cela? Vous trouvez ça aussi normal? Voilà. C'est l'environnement politique de la République démocratique du Congo aujourd'hui qui est vraiment biaisé.
biaisé et on comprend cela. Parce que sous Mobutu, c'était la dictature. On nous imposait une seule ligne de conduite. Aujourd'hui, on se rend compte de fois, nos grands frères, ou nos grandes sœurs de la profession, nous taxent de beaucoup de choses. Ils disent qu'à notre époque, c'était pas ceci, c'était pas cela. Et moi, je leur dis, ben, c'est tout à fait normal. Les à l'époque, diffèrent. Il n'y avait que l'OZRT à l'époque. Il n'y avait qu'une seule de conduite, soit Mobutu ou rien. À l'époque, je me rappelle, les Dimanja Wembi avaient essayé de faire une petite révolution de palais, mais ils étaient tous partis. Aujourd'hui, nous avons une multitude de partis politiques, nous avons une multitude de tendances politiques. Et évidemment, le journaliste, deux fois, les gens oublient que le journaliste est un être humain. Avant d'être journaliste, moi j'ai répondu à un compatriote, avant que je sois journaliste, je suis un être humain. Donc un être humain qui a des sentiments, un être humain qui est faillible aussi. Des fois, on nous prend pour des gens extraordinaires, pour des surhommes, pour des On te dit, toi aussi un journaliste, toi aussi un journaliste. Eh bien, on oublie que nous sommes des êtres humains. Donc, faillibles, nous pouvons avoir des opinions et tout ça. Mais nous avons un prix en journalisme, nous sommes là. Les faits sont sacrés. Ouais. Les 6 questions de référence, on y répond. Mais aujourd'hui, Élisée Odia, tu m'as invité. Maintenant, je vais répondre en tant que qui? Ce sont mes opinions. Je dois exprimer mes opinions. Mais mes opinions-là iront peut-être à l'encontre de ça. Et peut-être vont rencontrer les assentiments des autres. Donc, c'est ça le problème. Moi, le péché pour un journaliste, moi, je trouve, s'il falsifie les faits, là, je dis non. Mais quand il y a libre opinion, quand quelqu'un fait un éditorial, moi, je donne toujours l'exemple de Jeune Afrique avec Béchir Ben Yamed. Quand il disait ce que je pense. Mais c'est ce que lui pense. Ça ne plaisait pas à tout le monde non plus. Mais moi, on me catalogue ceci parce que... On va citer en vos catalogues de pro, la Mouka, El Fayoulo, Martin... Mais sous Kabila... Vos opinions... Mais sous Kabila, j'étais la journaliste de l'opposition. J'étais aimée de tout le monde. À l'époque. Parce qu'à l'époque, l'opposition ne faisait qu'un bloc. Aujourd'hui, l'opposition, il y a plusieurs ailes d'opposition. Donc, je ne suis pas la seule à être cataloguée. Tout journaliste aujourd'hui congolais est mis quelque part. Je suis désolée, mais c'est ça. Est-ce qu'on doit, justement, nous cataloguer? Est-ce que, Josette Kaya, c'est normal qu'on puisse nous cataloguer aujourd'hui, qu'on dise tel est journaliste pro-opposition, tel est journaliste pro-majorité, tel est journaliste pro-tel. Josette Kaya, vous trouvez ça normal? Cataloguer les journalistes vient du fait que les opinions, par exemple, soutenues par ces journalistes-là, ne plaisent pas à une ou autre catégorie des personnes. Les faits doivent être respectés. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? C'est vrai, il y a des journalistes qui en abusent, parce que nous avons parlé de l'autoflagellation aujourd'hui. Nous devons faire une étude approfondie et surtout des analyses approfondies parce que nous avons décrié à un moment donné que notre métier est aujourd'hui désacralisé. Pourquoi désacralisé? Parce qu'il y a beaucoup de moutons noirs, il y a beaucoup de gens, des soi-disant journalistes qui ne sont pas formés, mais qui viennent dans la profession. Ils sont en train de saper tous les efforts que nous avons fournis à l'IFASIC pendant 5 ans. Il y a même qui ont fait les DA, tout ça. Alors, les faits, aujourd'hui, nous avons des journalistes qui récoltent, parce que nous avons 3 verbes. Nous récoltons, nous traitons et nous diffusons. Mais il y a des journalistes qui récoltent, qui ne traitent pas et qui diffusent. Et c'est là que peut-être le bas blesse, c'est là qu'il y a beaucoup d'anomalies et beaucoup d'accusations dans les chefs de la population vis-à-vis du journaliste, parce que le journaliste n'arrive pas à traiter l'information. Et quand vous traitez l'information, Paulette l'a dit, on traite l'information, ça veut dire les faits qui se présentent devant vous, vous les traitez pour qu'ils soient comestibles à la population. Mais nous n'oublions pas que nous sommes des journalistes et nous avons une patrie, nous avons une nation. J'ai le cœur humain, j'ai l'humanité en moi. Donc tout cela, on ne peut pas mettre ça de côté du fait qu'on est journaliste tout en restant objectif. Mais souvent, quand on ne traite pas l'information, c'est la subjectivité qui intervient et les opinions prennent les déçus sur les faits qui doivent être traités de manière objective. Et là, souvent, on nous catalogue. Voilà. Mais il y a un autre fait, c'est vrai, aujourd'hui, nous avons des journalistes qui se disent journalistes, mais tendance de... OK? Il y en a. Il y a des journalistes patriotes, il y a des journalistes engagés, il y a des journalistes... Bon, moi, je suis journaliste tout court, parce que quand j'ai fait mon travail, j'aime d'abord être journaliste
quand j'ai fait mon travail de journaliste, quand j'ai fait la politique, c'est vrai, il y a un pont, mais j'essaie un peu de faire vraiment la différence. Mais c'est difficile, restons avec vous. Comment vous arrivez à faire la différence? On va crever l'abcès. Est-ce qu'on peut être journaliste et être dans un parti politique officiellement ou être dans un cabinet politique aujourd'hui? On peut l'être parce que nous avons appris le journalisme, surtout ceux qui ont fait les relations publiques, tout ça, ils ont appris comment faire même le marketing d'un homme politique pour vendre l'image. On peut l'être et ce n'est pas l'apanage de la République démocratique du Congo, ni qu'on dise que c'est la première fois, c'est récurrent, c'est maintenant trop. C'est vrai, la pauvreté aidant. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a que 3 métiers qui nourrissent son homme. Il y a le fait d'être musicien, le fait d'être pasteur et le fait d'être politicien aujourd'hui. Mais cela dépend aussi de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est vrai, il y a la liberté d'expression. Si on nourrit des ambitions politiques comme moi, j'ai nourri les 2 ambitions au même moment, sauf qu'il y a une qui est venue avant pour préparer un pont, moi je le dis, pour l'autre. Donc on peut bien s'y faire. Quand je suis journaliste, je suis sur mon plateau, je vous donne un exemple. On m'amène une information de mon parti. Non, je vais sur le terrain, j'ai fait le reportage de mon parti politique. Je ne vais pas oublier que c'est mon parti politique, bien sûr, mais je ne vais pas mettre de côté les différents paramètres qui doivent revêtir une information vraie avec toute objectivité. Parce que vous verrez qu'il y a des journalistes aujourd'hui fanatiques. Moi, je ne suis pas un journaliste fanatique, d'ailleurs, dans mon parti, ils le savent. Je ne suis pas un journaliste fanatique, mais sauf que quand on fait des analyses et qu'on verse dans une tendance de manière fanatique, c'est là que peut-être beaucoup de journalistes pêchent. Mais je suis en train de faire un effort. C'est pas facile, je vous dis, mais j'ai fait un effort. Ah, vous êtes sincère, hein? J'ai fait un effort. Oui, c'est pas facile. J'ai fait un effort. Quand je suis journaliste, que je reste journaliste, quand je suis femme politique et je communique pour le compte de mon parti politique, je le fais tout en me servant de mon background en tant que journaliste et communicologue. Paulette Kimontou, on reproche aux journalistes d'avancer masqués. Ils sont journalistes, ils sont politiques dans la peau de journaliste. On l'a vu récemment ici. Il y a quand même, il y a des journalistes députés. Ils étaient d'abord journalistes, puis ils ont viré, ils sont devenus députés. Et c'est ce qu'on reproche également. Il faut s'assumer. Soit on est politique, soit on est journaliste, mais n'est pas avancer masqué. Mais qu'est-ce qui empêcherait d'être les deux? Parce que moi, deux fois, je me dis, quand un médecin devient député... L'objectivité n'est plus là. Est-ce que vous empêchez un médecin d'exercer son métier parce qu'il est député? Un médecin peut recevoir aussi un ennemi sur sa table d'opération. Mais qu'est-ce que dit la déontologie? Il doit opérer cet ennemi-là. Tout à fait. Moi, j'ai suivi une série une fois, une femme qui a reçu un nazi, avec un nom blanc, avec un tatouage de nazi. Tu vois, une femme noire. Mais la directrice, celle qui était là, à ce moment, a dit, tu dois opérer ce monsieur. La dame était tellement fâchée. Tu vois un peu le nazisme par rapport à une noire américaine. Mais elle était obligée de faire son travail. C'est vrai que, des fois, c'est très difficile de se démarquer des deux. La passion y est, et l'homme y est, notre nature humaine. Moi, j'excelle dans l'interview. C'est ma passion. Hein. Moi, je ne suis pas, comme je dis aux gens, je ne suis pas une journaliste d'investigation. Des fois, on oublie que dans le journalisme, il y a plusieurs branches. Voilà. Moi, je dis aux gens, je ne suis pas journaliste d'investigation. Ouais. Moi, je suis intervieweuse. Donc, quand je reçois quelqu'un, j'essaie de me mettre dans la peau de son adversaire politique et lui faire ressortir ce qu'il a. C'est mon rôle. Quand je reçois quelqu'un du FCC, par exemple, moi, je deviens comme quelqu'un de cash pour l'interroger. Vous voyez? Mais empêcher un journaliste d'avoir des opinions, c'est comme si vous empêchez quelqu'un de respirer. Non, vous avancez masqué. Non, on n'avance pas masqué. Vous avez des ambitions politiques, vous êtes caché derrière... Entre la politique, nous vivons dans un même monde. Nous côtoyons ces gens-là. Et ça, c'est notre marmite, c'est notre nourriture. La politique, c'est notre nourriture. Donc, on doit ajouter la tomate et tout pour donner un plat.
Donc nous, on ne peut pas être en dehors de la politique. C'est pour ça que les gens ont l'impression que de fois, nous sommes politiques. Parce que le journalisme, comme on dit, ma sœur, tu le sais, ça mène à tout. Ça mène à tout aujourd'hui, les journalistes. Et surtout pour la politique, tu sautes carrément. Parce que tu les as tellement côtoyés, tu as tellement posé de questions, tu as tellement fait des analyses. Mais de fois, on dit que nous sommes des fois des piètres politiques quand nous devenons politiques. Parce que nous avons des fois la tendance de trop critiquer. Mais quand on y arrive, il y a d'autres paramètres qu'on n'a pas. La réalité, la réelle politique, des fois, on ne l'a pas sur le terrain. Vous voyez? Mais il faut maintenant que l'on sache, que les journalistes eux-mêmes sachent que tel que je preste, est-ce que je preste en tant que communicant ou en tant que journaliste? Mais non, c'est deux fois à l'intervieweur, Élisée, tu dois peut-être poser la question, est-ce que je te reçois comme journaliste ou comme communicateur? Ah, vous le faites, vous? Moi, je reviens à Josette Kaya. Est-ce qu'on on rend difficile notre tâche, justement, parce que si on doit être à la fois communicologue, journaliste et potentiel candidat, est-ce qu'on ne rend pas notre tâche, l'exercice de ce métier assez compliqué aussi? Ça dépend de ce qui vous anime comme passion et comme détermination. Paulette l'a dit, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte si vous voulez passer d'une étape vers une autre, donc quitter par exemple l'étape d'être journaliste et vous êtes communicateur ou vous êtes attaché de presse quelque part. Il y a des paramètres qui entrent en ligne de compte. Quand on est journaliste, on est objectif. Ça veut dire le bleu, je dirais bleu. Mais quand on devient un peu politique, c'est difficile de dire bleu et bleu. Mais quand est-ce qu'on sort journaliste pour devenir politique quand on est en plein exercice de son travail? Voilà, je voudrais donner mon exemple, ok? Je suis journaliste. J'ai postulé en 2018. On a écrit des lettres mise en disponibilité. Et dans la lettre, on dit, si nous sommes élus, nous cessons de prester comme journalistes parce que nous entamons une autre carrière. Mais si nous ne sommes pas élus, 3 mois après, nous reprenons. OK? Donc, c'est comme cela. Alors, pour moi, c'était pareil. 3 mois après, je n'ai pas repris et j'ai eu des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Mais je me dis que entre le journalisme et la politique, nous sommes dans la même marmite. Nous sommes dans la même marmite. Je vous ai dit tout à l'heure, politique. Je vous ai dit tout à l'heure. Le journalisme ne se limite pas qu'à la politique. C'est aussi ça qu'on reproche. Je donne la parole à Madame Kimontou. On reproche, c'est comme si il n'y a que la politique. Tout le monde s'oriente à la politique. Alors qu'il y a d'autres secteurs, d'autres domaines. Élisée, il y a l'économie, il y a l'environnement. C'est la réalité. C'est la ruée vers la politique. C'est la réalité. Ma soeur l'a dit, c'est la réalité de la RDC. Nous sommes un pays à part, un pays bizarre, un pays qui sort des normes. Pourquoi la politique? Pourquoi les gens? Moi, je ne me dis pas que je m'intéresse. Moi, je me suis intéressée à la politique depuis mon enfance. Je suis tombée dedans. Mon père était un politique, je suis dedans depuis mon enfance. Je suis passionnée par la politique, j'aime la politique, les relations internationales, ça c'est un choix. Mais aujourd'hui, pour certains journalistes, ça devient une nécessité, ma sœur. Parce que tu vas faire un journalisme de chiens écrasés, mais qu'est-ce que tu vas bouffer? Qu'est-ce que tu vas manger? Donc vous reconnaissez implicitement que le journaliste politique est à la solde du politicien. J'ai dit, il y en a certains. Parce que, soyons réalistes, l'UNPC aujourd'hui nous demande ça. Oui, on va parler de l'UNPC. Est-ce que l'UNPC est-il descendu sur le terrain? Posez la question, combien touchent les journalistes dans vos chaînes de télévision? Un journaliste qui n'est pas payé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, nous en sommes là. 13 ans. Nous sommes des exemples patents. D'un paiement de 10 à 13 ans. Mais ce journaliste-là, comment va-t-il vivre? Il doit être en même temps journaliste, en même temps communicant. Josette Kaya, c'est pas une excuse. Hein. On ne vient pas en journalisme pour s'enrichir. Non, mais ce n'est pas ça. On vient mais pas on doit vivre, on doit quand même être payé. Que dira l'enseignant? Élisée, tu travailles à Top Congo, tu ne me diras pas que Top Congo ne te paye pas. Et pourquoi tu travailles à Top Congo? Ah ben non, c'est une exception quand même. Ah voilà. C'est l'une des exceptions, Top Congo. Mais c'est moi qui pose, je dis, c'est une exception, tout le monde le sait. Mais on se dit, on cherche trop des excuses. Non, il y a trop des excuses dans les chefs des journalistes. Et pourtant, c'est pas le seul métier où où on ne se retrouve pas. Ouais.
Alors pourquoi chercher à être à la solde des politiciens pour faire ce travail? On donne à Josette Kaye, on vous reprend. Ok, c'est vrai. Moi, j'ai toujours regretté le fait d'avoir fait 5 ans à l'IFASIC et puis d'autres études après. Quand je vois qu'il y a des journalistes... être à la solde des politiciens, je ne sais pas pour des journalistes responsables si c'est vraiment ça le qualificatif. Je ne crois pas. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a des journalistes et il y a des moutons noirs. Il y en a qui sont arrivés dans les métiers de manière improviste. Il y en a qui sont là parce qu'ils croient que le journalisme, c'est un métier facile. Il suffit de dire papa, maman, bonjour, bonsoir, comment vous allez? Ils croient que c'est facile, sans pour autant connaître, creuser sur la déontologie et l'éthique du métier. Alors, dans la plupart des cas, on a dit que nous sommes en train d'analyser notre métier. C'est vrai dans la plupart des cas. Aujourd'hui, nous voyons cette sorte de débordement parce qu'il y a certains journalistes qui n'observent pas ces règles-là. Est-ce que sont-ils journalistes? Paulette a posé la question tout à l'heure à l'UNPC. Est-ce que nous savons aujourd'hui dans notre pays qui est journaliste, qui ne l'est pas? Être journaliste, c'est celui qui est passé par l'école du journalisme pendant 5 ans, ou être journaliste, c'est celui qui a appris dans l'État. Bon, il y a une loi quand même, hein? Voilà, il y a une loi de 81 qui détermine qui est journaliste ou qui ne l'est pas. Tout à fait, je voudrais y arriver. Mais aujourd'hui, même cette loi-là de 1981 est observée scrupuleusement, je ne crois pas. Sinon, on n'aurait pas pu avoir des décisions comme c'est que UNPC a pris aujourd'hui. Donc, je me dis que notre métier, aujourd'hui, il y a tellement trop de moutons noirs. Et que les gens croient que c'est un métier facile, alors que ce n'est pas un métier facile. Mais s'il faut faire la politique aujourd'hui, soit vous êtes un journaliste, vous voulez rester journaliste, soit vous voulez être un communicateur d'un parti politique, ça existe. Sous d'autres cieux, nous avons vu et nous savons, il y a même des journalistes qui vont au-delà, qui sont des biographes, parce qu'ils suivent de manière journalière la vie d'un homme politique, d'un personnage. Nous voyons aujourd'hui, on a écrit sur Obama, parce que c'est un journaliste qui le suit de manière quotidienne. Il y en a, mais allez chercher à devenir journaliste politique et lécher les bottes des politiciens, là, moi, je ne suis pas d'accord. On revient, Paulette, vous allez rebondir sur vous voulez aborder un point ici, mais j'en profite pour poser cette question sur fond de ce communiqué du président de l'UNPC. Il y a du militantisme dans le journalisme. Un peu. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, des fois, on ne sait pas faire la distinction entre les deux. C'est vrai qu'il peut avoir raison dans ce cas-là. Mais moi, je me dis, et on le dit tous les jours, le journalisme n'est pas un îlot en RDC. Nous, c'est plus facile de nous critiquer. C'est plus facile de nous pointer du doigt parce que nous sommes visibles. Parce que nous entrons chez vous. Parce que vous avez l'impression de nous connaître. Il y en a même qui t'insultent et qui te critiquent sans même t'avoir vu, sans même connaître ta vie, sans même connaître les études que tu as faites. Mais, Élisée Odia, tous les métiers sont galvaudés en RDC. Tous les métiers, alors je vous dis, tous. Parce que nous sommes tous pauvres. Les médecins, il y en a qui meurent sur la table. Il y a même des femmes qui accouchent dans la rue parce que le médecin à Lobi Akosimbayete, elle n'a pas d'argent. Les policiers qui prennent le mbota makasu. Les professeurs qui donnent des points sexuellement transmissibles. Les magistrats qui sont soudoyés. Aujourd'hui, même les avocats se plaignent, ils ont dit les gens passent directement par le magistrat, parce que celui qui donne la sentence finale, pourquoi parler à un avocat? Je soudoie carrément le magistrat, et bien ma sentence sera en ma faveur. Nous tous les métiers de la RDC sont galvaudés. Notre malheur à nous, c'est parce que nous sommes visibles. Non, mais notre bonheur à nous, c'est parce que voilà, on a reçu une mission, on est outillé, par exemple, pour transformer la société, informer, former et éduquer. C'est ça, tous les métiers n'ont pas cette mission-là. S'il vous plaît, moi, je n'ai pas le rôle d'éduquer. Non, le journalisme, c'est ça. Moi, je n'ai pas l'éducation, c'est la famille. Non. Moi, je n'ai pas le rôle d'éduquer. Si vous avez fait le journalisme, on va vous dire la mission. Non. Les 3 missions premières de journaliste, c'est former, informer et éduquer.
En tout cas, tout celui qui a fait le journalisme, on a fait Josette Kaya. C'est ça l'émission première. Je comprends quand Paulette dit qu'il n'a pas le rôle d'éduquer. L'éducation, c'est la famille. Mais quand l'homme rate son éducation, au niveau de la famille, au niveau de l'école, au niveau de l'église même, il y a c'est vrai, il y a on appelle ça au niveau de la télé, les chaînes peuvent se substituer à ce rôle-là. Et c'est pourquoi on a ajouté éduquer. Mais c'est plus informer, former et puis distraire là-bas. Mais l'éducation vient dans la formation de la personne humaine. On peut porter secours à cette personne-là dans nos émissions éducatives pour remettre sur les rails cette personne-là. Parce que, du moins, nous savons qu'aujourd'hui, la famille est démissionnaire à cause de tous les problèmes qui nous entourent. La famille n'a plus le temps d'éduquer les enfants, les papas ni la maman. Et pour moi, je me dis que ce rôle-là peut être rempli par la télé, la radio, les chaînes diffuses. Je pose la question, mesdames, je me dis, est-ce que la difficulté de l'exercice de ce métier, c'est pas du fait des missions qui sont confiées à ce métier de journalisme? Ce ne sont pas les mêmes missions qui sont confiées, je sais pas, à un médecin, à un infirmier. Bon voilà, on doit informer. On doit former, on doit peut-être distraire, éduquer. C'est aussi ça. Est-ce qu'on remplit correctement cette mission-là? Est-ce qu'on informe? Paulette Kimontou, Josette Paulette Kimontou. Est-ce qu'on informe? Et si on informe, est-ce qu'on informe bien? D'abord, il faut se poser la question soi-même. Est-ce que le journaliste est soi-même formé? C'est ça le point. La grande question. Tu ne peux que donner ce que tu as. Moi, je pense que je fais en tout cas dans la mesure du possible, correctement mon travail, parce que je me forme tous les jours, je lis tous les jours, j'apprends tous les jours. J'apprends. Et c'est ces connaissances-là que j'essaie de transmettre aux autres. Mais quand vous-même, vous êtes sous ou que vous n'avez rien appris, vous allez donner que ce que vous avez. On les voit aujourd'hui sur les chaînes YouTube, excusez-moi, nous entrons aujourd'hui dans ce monde-là. Nous pénétrons ce monde-là et nous voyons ce qui se passe. Qu'est-ce que les YouTube ou les chaînes YouTube de la RDC offrent? Nous offrons que ce que nous avons. Aujourd'hui, les professionnels, grâce à Dieu, ceux qui ont une petite formation, nous ne disons pas que nous sommes au-dessus des autres, non. Mais ceux qui ont quand même une petite formation, vous sentez quand même la différence. Quand j'entre dans la chaîne de Élisée Odia, je dis, je vais apprendre quelque chose. Je vais avoir un plus par rapport à une autre chaîne qui va m'énerver ou qui va me remettre encore dans le caniveau. Donc, c'est à nous aussi, journalistes, de nous former. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Hein. L'homme en soi, il est tellement multidimensionnel, ce n'est pas facile. Et moi, j'ai dit, nous devons partager le rôle dans la société. La famille n'a pas à nous donner cette charge-là d'éduquer à 100% leurs enfants. Non. Nous devons partager les rôles. À chacun sa partition, à chacun sa part dans la société. Moi, je ne suis pas là pour éduquer un enfant dont les parents n'ont pas fait leur boulot. Je suis désolée. Moi, je ne viendrai que compléter peut-être une partie ou autre chose, des petits conseils ou des petits trucs comme on voit souvent dans des trucs. Mais ce n'est pas mon rôle à moi de vous donner une éducation à 100% que vous n'avez pas reçue de vos parents. Pas 100%. Le problème, vous pensez, Josette Kaya, c'est le manque de formation dans le chef des journalistes congolais? Tout à fait, c'est le manque de formation. Donc, l'IFACIC, l'UCC, bon, vous savez, bon, vous savez, tout ce monde l'enseignement aujourd'hui dans notre pays, nous connaissons le niveau de notre enseignement aujourd'hui. Quand nous avons des diplômes qui sont refusés ailleurs, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Et le problème commence aussi là, parce que dans un pays où l'éducation est bafouée, ce pays-là est appelé à disparaître. Aujourd'hui, quel est le budget alloué à l'éducation nationale? C'est ça aussi le problème. Quand on parle de la formation, là, les journalistes qui n'est pas formé, c'est là que j'ai dit à l'introduction de l'émission que nous avons des journalistes récolteurs et puis diffuseurs. Nous n'avons pas des journalistes traiteurs. La formation intervient au niveau du traitement de l'information. Le journaliste qui prend la peine de traiter l'information, c'est un journaliste formé. J'ai fait 3 ans de journalisme en licence. J'ai voulu faire
l'édition du livre Sciences documentaires. Parce que je me suis dit qu'un journaliste, c'est celui qui se forme tous les jours. Et pour moi, le moyen pour moi de me former, c'était de me plonger dans les livres. C'est ça, c'est là que ça me fait voyager, c'est là que j'acquiers des connaissances et des nouvelles connaissances pour bien faire mon métier. Parce que quand vous n'êtes pas formé, je l'ai dit, que le journaliste croit que quand il sait parler français, il devient journaliste. Alors que la formation, c'est l'étape la plus cruciale. Non, maintenant là, il suffit même plus de parler français. Hein. Même Lingala, ça passe. Hein. Voilà. Non, oui, parce que c'est une façon de le dire, mais parce que le journaliste, c'est quelqu'un, c'est une référence. Vous pouvez voir dans nos quartiers, quand il y a un problème, soit il y a des soucis sur un sujet, allez-y, demandez le journaliste. C'est parce que le journaliste est censé tout connaître, même si on est des apprenants tous les jours. Tous les jours, moi, j'ai fait l'effort d'apprendre de nouvelles choses sur ma vie. Mais il y a des journalistes, pour lui, il se dit journaliste parce qu'il sait dire bonjour, bonsoir. Alors il vient, il va récolter l'information. Il arrive, il ne sait pas la traiter. Et l'information est diffusée de manière crue. Et aujourd'hui, on nous taxe, on nous met nous tous dans ces mêmes paniers. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle de journalisme, soit des journalistes militants. Il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de problème parce qu'on l'a dit, on peut avoir un penchant sur une personne, parce que moi je me dis, ces politiques-là, il m'inspire, il est intelligent, il développe des belles analyses. Pourquoi pas être sur son pas et voir si ensemble nous pouvons apporter quelque chose pour l'édifice ou à l'édifice pour construire notre pays. Donc ça peut arriver. Mais quand je dis qu'il n'est pas léché les bottes, ça veut dire tu viens parce que tu as besoin d'argent, tu n'es pas formé, mais c'est là qu'on peut te faire parler même des choses parce que tu es ignorant, tu n'as pas de conviction et tu es ignorant, on te fait croire des choses dont tu n'as pas la connaissance et toi tu les diffuses comme ça parce que tu n'es pas formé. C'est ça le danger. Sur le militantisme, oui, il y en a. Donc les deux hommes sont d'accord, donc le militantisme, il y en a, mais on replonge maintenant sur ce communiqué du président de l'UNPC. Mesdames, déjà votre analyse sur le fond, la forme, l'UNPC qui carrément menace les journalistes. C'est une forme vraiment... Bon, il menace pas carrément, il menace les journalistes de retirer leur carte de presse. Comment vous jugez cette prise de position du président de l'UNPC? Bon, je l'ai lu quelque part, il a dit qu'on devait sauver le métier. Il a peut-être raison. C'est la forme. Aujourd'hui, il nous a donné en vindicte populaire aujourd'hui. Non, il nous a mis face à nos responsabilités. Non, c'est vrai, mais aujourd'hui, le monde est un tout. Vu la force des réseaux sociaux aujourd'hui, ce communiqué est passé où? Moi, je l'ai découvert où? Sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous connaissez l'impact des réseaux sociaux. Moi, ce que je dénonce dans cette histoire, nous sommes une corporation. Quand on dit corporation, on dit corps. Pourquoi le président Gabi Kuba ou les autorités ou les responsables de l'UNPC ne nous ont-ils pas appelés à huis clos? Même les députés font des huis clos, s'il vous plaît. Il aurait dû nous appeler, on se met autour d'une table, on discute, chacun donne son point de vue, parce que nous ne sommes pas des gamins après tout. Chacun discute et après on donne peut-être des directives. C'est vrai que cette histoire de déontologie, tout ça existe, on le sait tous. Mais nous sommes dans un environnement... Je le dis et je le redis, la RDC est un pays à part. Ils auraient dû nous mettre autour d'une table, on discute et après on trouve des solutions et ensuite ils proposent ce communiqué-là. Aujourd'hui, nous sommes tous mis sur le banc de jugement des autres. Tu fais un moindre problème, on va te retirer la carte. Élisée Odia, Kalate Yoba, Longolo carte. Donc il nous a mis comme ça sans nous en avoir parlé. Nous, les journalistes, nous sommes des journalistes comme lui aujourd'hui. Et après, on nous dit le militantisme. On comprend que les gens sont derrière les politiques et tout ça. Mais est-ce que l'UNPC elle-même est-elle autonome? Puisque les gens parlent. Si on parle du dernier congrès de l'UNPC à Mwanda, qui a financé? Et quand les gens diront que cette main noire qui a financé, c'est elle qui donne les ordres. Ben, elle n'était pas si noire que ça, on sait qu'il a financé. Mais exactement. Mais la main qui donne, c'est la main qui donne les ordres. Donc, tout ça, il a mis ça sur la place publique. Et aujourd'hui, ce sont
il n'a qu'à s'attendre aussi aujourd'hui à des réactions qui viendront de tous les côtés. Puisque les gens disent, après tout, il y en a qui disent, moi, je n'ai pas ma carte de l'UNPC. Il y en a qui disent, et ceux qui pressent dans des chaînes YouTube, est-ce que l'UNPC les contrôle? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des fois des éléments qui passent dans des chaînes YouTube assez, vraiment énormes aujourd'hui. Mais ce n'est pas Élisée Odia qui est formé, qui peut balancer des trucs comme ça, parce que Élisée Odia aura quand même une certaine maîtrise. Il va te dire, mais quand je balance cette image ou ces propos, les conséquences seront telles, parce que tu es formé. Mais quand quelqu'un qui est sur YouTube, qui balance un truc comme ça, sans connaître les conséquences, est-ce que l'UNPC va sanctionner cette personne? Josette Kaya, est-ce que c'est précipité ce communiqué de l'UNPC où il fallait peut-être attendre des états généraux que certains appellent de tous leurs voeux? Est-ce que on se dit l'UNPC c'est un syndicat, il fallait-il peut-être avoir une assemblée générale où seul le président décide et les autres obéissent? Des fois, on a envie de faire le buzz, ok? On aurait dû attendre parce que ce soit les différentes corporations quand même, hein, parce que c'est vrai, l'UNC, c'est une sorte, l'UNPC, pardon, c'est une sorte des syndicats pour nous les journalistes, mais il y a beaucoup de structures qui sont déjà allées voir le ministre de la Communication pour qu'on prépare les états généraux de la presse. Ça se prépare. Et tout cela devrait être examiner froidement et puis trouver des pistes et des solutions. À quoi s'attendre à cette décision? Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont le faire encore et qui le font aujourd'hui, même après ce soi-disant communiqué. Ils vont être radiés, hein, le président est clair. Hein. Il n'y a pas de problème. Comment on octroie la carte de l'UNPC? Parce que parmi les gens qui font fausse route par rapport à la déontologie et l'éthique, combien ont les cartes de l'UNPC? Il y en a qui n'ont pas de carte. Bon, tu vas lui retirer la carte, ça va lui faire quoi? Quelle carte vous allez lui retirer? Parce qu'il n'en a même pas. Comment s'octroie la carte de l'UNPC? Parce qu'il y en a qui l'octroient sous l'arbre. Vous avez $20, et il a le cachet, il vous donne. Il y en a, non, c'est nous seuls qui avons le cachet sec. Mais il y a un autre groupe qui a le cachet. OK? Donc, notre maison devrait d'abord être... Donc, l'ordre devrait d'abord repartir à partir de la maison. On doit commencer à mettre de l'ordre au sein de l'UNPC. National, Kinshasa, UNPC. Beaucoup de journalistes aujourd'hui, ceux qui s'appellent des journalistes, qui ont peut-être noirci notre métier, les moutons noirs, ont fait en sorte qu'aujourd'hui on puisse mettre tout le monde dans le sac. J'ai entendu Paulette qui parle de la main qui donne. La main qui a donné, c'est la main qui était nourrie des bonnes foi pour permettre à ce que ces assises-là puissent avoir lieu. Mais je ne crois pas que la même main, que moi je ne dis pas que je ne qualifie pas de noir, puisse donner des injonctions à l'UNPC pour que l'UNPC puisse bien faire son travail. La main voulait juste aider, vous permettre à vous de vous organiser. De nous organiser. Mais quand on dit par exemple, excusez-moi de vous interrompre, quand on dit par exemple qu'il y a déjà des journalistes ciblés, parce que des noms circulent, les réseaux, c'est la force des réseaux. Il y a déjà certes une dizaine de journalistes ciblés. Oui, alors tu vois le problème. Là où les gens disent, vous avez fait ce communiqué pour faire tel. Oui, c'est vrai, Paulette, parce que nous avons dit aujourd'hui que tout peut se dire sur les réseaux sociaux. Ok? Tout peut se dire et nous savons que le communiqué sur les réseaux sociaux. Voilà, oui, c'est ça aussi le problème. Mais tout ce qui sort des réseaux sociaux n'est pas une information vraie. C'est vrai qu'on a parlé des journalistes ciblés. Il y a des journalistes qui sont musclés, comme Paulette, comme Élisée. Quand vous êtes devant elle pour l'interview, faut avoir vraiment 2 pieds sur terre, c'est vrai, et que cette façon de faire est mal vue par des gens qui ne rencontrent pas peut-être la position avec laquelle vous défendez la patrie. Disons-le comme ça, ils peuvent citer des noms comme ça, mais est-ce que c'est une information vraie? Parce que je sors d'une formation sur les fact-checking, sur les fake news. Aujourd'hui, c'est plus les fake news qui nourrissent
l'intellect même des intellectuels. Mais oui, donc nous devons faire attention. Des fake news alimentés par des journalistes que nous sommes. Que nous devons, c'est vrai. C'est pourquoi je dis, j'appelle de tous mes voeux les états généraux de la presse. C'est vrai que sur les médias en ligne, on n'a pas toutes les possibilités de pouvoir contrôler, même dans des pays dits développés, ça leur dépasse. Ça leur dépasse. On n'a pas vraiment, mais ça devient une sorte de parole d'évangile. Quand ça devient une sorte de parole d'évangile, quand ça devient le seul canal sur lesquels ou par lesquels on doit s'informer, c'est là que ça devient dangereux. Donc, je me dis aujourd'hui que c'est communiqué. Si c'est communiqué, tient à pouvoir remettre de l'ordre dans notre métier, ça va de soi, c'est bon, parce qu'on a décrié qu'il y a des moutons noirs, il y a le fait que aujourd'hui notre métier est vraiment, les efforts que nous faisons sont vraiment sapés, mais s'il y a une autre intention derrière, une autre intention cachée, c'est là que ces efforts-là seront mis à nu. Et je me dis que peut-être si c'est du buzz, ça sera une sorte de parution ratée. Et il y a des gens qui vont se mettre ensemble pour pouvoir encore mettre cela, pour que cela ne puisse pas avoir lieu. Parce que j'ai dit qu'un bon nombre de journalistes n'ont pas de carte de l'UNPC. Auditeurs, spectateurs, merci de nous suivre. Vous êtes sur la meilleure de radio, Top Congo, et nous parlons de la profession des journalistes avec des journalistes, on se tape dessus. C'est toujours difficile de faire l'autocritique. Oui, mais avec... mais on le fait quand même. C'est pas un métier facile, hein? On le fait même si, il faut qu'on se le dise, on est en train de trop s'excuser aussi. On s'est dit oui, mais bon, en tout cas, l'effort est là, l'intention est là, on veut voir... pour dire qu'on vous écoute, on écoute vos remarques et on veut quand même essayer de bien faire également parce qu'il en va de l'avenir de notre pays. Donc concrètement, là, présentement, on fait comment pour le journaliste? Comment on fait pour qu'en attendant, c'est vrai, il y a eu ces communiqués, quelle autre piste de solution? Vous avez parlé des états généraux. On attend les états généraux, peut-être d'ici août ou fin août, on espère. Mais dans l'entretemps, on fait quoi? Parce qu'on doit continuer de travailler, Paulette Kimonto. On doit continuer d'exercer. Comment on fait pour avoir quand même moins de critiques négatives? Parce que la critique, elle n'est pas que négative, mais elle peut être aussi positive. Mais pour qu'on ait, pour que les gens puissent être un peu satisfaits. Nous vivons dans un monde où c'est... Je me dis, c'est toujours facile de nous jeter la pierre. Moi, je dis, on est tellement exposés. Nos défauts sont tellement mis en exergue, en lumière, et on nous jette trop la pierre. Mais nous allons continuer à faire notre travail. C'est à chacun de voir, en toute objectivité, que chacun fasse son travail en toute objectivité. Être soi-même. Être sous la botte des politiques, de fois, moi, je trouve ça un peu insultant. Mais je trouve qu'il y a des journalistes... c'est la réalité quand même. Mais je trouve que même en Europe, même ailleurs, il y a des journalistes qui travaillent sur l'image de telle ou telle politique. Mais moi, je me dis, je l'ai toujours dit, et je ne m'en cache pas, moi, le coupage, je prends le coupage. Hein. Moi, je prends le coupage. Je prends le coupage. Le coupage dans la Zouaka. Le coupage ne tombera jamais. Je prends. Mais je dis à mon invité, quand on met go, oublie ton coupage, oublie que tu me connais, là, je travaille. Là, maintenant, c'est l'une des choses qui nous fragilise. Merci de revenir sur ça. C'est vrai que ça nous fragilise, mais il faut le dire. C'est l'histoire de la main qui donne, justement, vous avez parlé de ça. Mais là, c'est le boulot. Moi, je dis, je prends mon coupage. Vous avez tout à l'heure parlé de la main qui donne. Est-ce que cette main-là, qui vous donne le coupage, là, n'est pas au-dessus de vous? Pas du tout. Moi, dans mon travail, pas du tout. Et on le sent. Dans mon travail, pas du tout. Donc, on peut supposer, l'affaire de la main noire et coupée dans celle qui a été donnée pour le Congrès, pas totalement. Moi, je parle de moi. Joseph Kaya, phénomène coupage, c'est ça qui tue le métier. Si on nous payait, coupage, bon, peut-être je vois les choses différemment, parce que moi j'évolue dans une chaîne de télé officielle, je suis payée. En tout cas, vous pouvez poser la question. Je suis payée aussi, donc comme vous, je vois les choses différemment. Non, voilà. moi je suis dans des chaînes où je ne suis pas payée. Je vous comprends. Donc, je vous comprends. Vous j'étais dans une chaîne où on ne paye pas. Voilà, je vous comprends. Je ne condamne pas ça parce qu'on doit vivre. Exactement. La personne doit vivre de son métier. Okay? Alors, si on ne permet pas à la personne de vivre de son métier de manière décente,
Je ne dis pas que tous les moyens sont bons, mais pourvu qu'on reste objectif. Exactement. Et comme vous le faites. Coup de chapeau, il n'y a pas de problème. Mais je dis ceci. J'ai appris à l'IFASIC. 5 ans, j'ai appris à l'IFASIC que le coupage, c'est une corruption déguisée. C'est une corruption déguisée, ok? J'ai reçu Philippe Dessin sur mon plateau parce qu'il était venu nous former et on a abordé le problème de coupage. Et quand il a commencé à nous dire comment ils sont mis à l'aise, ok, quand il va faire une émission ailleurs, il nous a donné le chiffre, hein, le montant qu'on lui a payé en venant former les journalistes en RDC. Et quand vous allez couvrir la guerre, vous avez des indemnités, tout ça. Alors, parce que nous, on a ça. Là, ça donne pas lieu de pouvoir... Pas, des fois même on réclame pas, mais on voit la façon dont vous faites votre travail et puis on vous dit, madame, ça c'est pour vous. Le cas pour moi, je demande pas le coupage. Je demande pas. Je dis, bon, je suis payé, c'est vrai, le salaire est minable, mais quand la personne vient, il voit la façon dont madame Josette fait les choses, et quand on termine, il me dit, madame, ça c'est pour vous, je refuse pas. Je refuse pas. J'ai dit qu'il me donne mon coca, il me donne les trucs, je refuse pas. Mais d'emblée, quand vous venez, d'ailleurs pour la RTNC, bon, je dis bon, les choses ne devraient pas se passer comme ça se passe à la RTNC, parce qu'on était censé avoir des subventions, bien payer, tout ça. La personne vient parce que c'est une chaîne publique. Donc la personne vient, au contraire, on peut même payer la personne qui vous amène l'information. J'ai été à Tunis, je devrais parler de la politique du livre dans notre pays. J'ai intervenu dans une chaîne de radio, et quand j'ai fini dans mon hôtel, on est venu me déposer l'enveloppe. Et je ne savais pas pourquoi, j'ouvre, on me dit, c'est parce que j'ai parlé de mon pays, de la politique de mon pays, donc je leur ai donné de la matière. J'ai eu des dinars. Donc, ce qui n'est pas le cas pour nous. Donc, il faut voir les paysages dans lesquels évolue le journaliste. Si vous paupérisez le journaliste, vous l'amenez à pouvoir mettre en exergue le coupage. Alors que le coupage, en fait, ce n'est pas vraiment une corruption au moment où la personne fait bien son travail. C'est seulement une sorte de reconnaissance. Encore que faire bien son travail, il faut le nuancer. Hein. C'est que vous pouvez penser bien faire votre travail, mais ça peut être mal vu par. Oui, ça c'est vrai, ça va de soi. Ça va de soi, c'est la nature humaine. Oui, la position dans laquelle vous donc le critère, il n'est pas assez objectif quand même. Il faut qu'on trouve autre chose. Connais-toi toi-même, l'a dit Socrate. Donc moi je me connais, je connais comment je fais mon travail. En tout cas, on continue le débat. Vous qui nous suivez, en tout cas, on a parlé de ce métier, on a parlé du journalisme. On va très rapidement aborder une autre thématique. Je rappelle que nous recevons Paulette Kimuntu et Josette Kaya, deux journalistes indépendantes. On essaie de parler on a parlé en première partie de la profession, de l'exercice de ce métier ici en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut essayer d'améliorer? Là, on parle très rapidement des questions d'actualité. L'actualité, c'est rapidement les 100 jours du gouvernement des Warriors. Qui a été la meilleure Warriors pour vous? C'est pas discriminatoire, mais comme on est débat féminin, citez-moi une dame pour vous, Paulette Kimuntu, qui a été la meilleure en 100 jours? Qui est la Warriors qui vous a marqué? Bon, celle qui m'a marqué, celle qui est mon Dieu, le nom m'échappe, mais je la reconnais toujours par sa coiffure. Elle met une coiffure avec une natte au-dessus. C'est Madame Adèle. Voilà. Bon, elle m'a marqué. Ministre d'État en charge du portefeuille. Du portefeuille. Je crois qu'elle a quand même, elle a essayé de mettre ses empreintes parce que c'est un méga ministère, contrôler des entreprises qui sont presque en faillite, changer de comité de gestion et tout ça. Et je crois qu'avec la guerre avec Chérubin Okende, tout ça, elle a quand même imposé son rythme dans ce ministère. Je crois qu'elle est parmi celles qui m'a vraiment marqué pendant ces 100 jours, hein, parmi les femmes en tout cas. Monsieur, on posera la question plus tard. On se concentre un peu sur les femmes. Désolée, c'est un peu débat au féminin. On veut en savoir un peu plus sur les dames, parce qu'on avait voulu à ce qu'il y ait beaucoup de dames. Il y en a presque 30% en 100 jours. Josette Kaya. Oui, moi, le nom qui me vient tout de suite, c'est Claudine Doucy Kembe, qui est la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale.
sociale. Elles sont C'est beaucoup une sur le femme terrain. qui ne parle pas beaucoup parce qu'elle a opté Non, pour... elle n'agit pas non plus beaucoup. Non, elle a hein. opté Bon. pour l'efficacité par rapport à la Les actions, on le visibilité. voit pas. Les actions, il y en a. Il y en a. En tout cas, je vous dis, aujourd'hui, c'est une première dans l'histoire du ministère du Travail, de l'Emploi et du Travail de la Prévoyance sociale, qu'on puisse retourner de l'argent trouvé dans la caisse. Cette dame, quand elle est arrivée, il y avait l'argent au niveau du ministère. Cet argent était là qui devrait servir à l'impression des cartes de travail pour étrangers. Alors, c'était 503 000 $. Il y avait une autre société, je crois, Indemia, je crois, cette société qui était en pourparlers avec la ministre sortante pour qu'on puisse imprimer des cartes. Mais il y avait une sorte de pourcentage, je ne sais pas moi, et l'argent est resté là. Quand la ministre est arrivée, c'est vrai, il y a des gens qui l'ont approché pour dire non, ça pourra faire partie des actifs de celle qui vous a précédé, nous pouvons prendre cet argent. Mais cette femme-là, je connais, c'est une femme de rigueur, c'est une femme droite. Elle a dit non, on prend cet argent, nous allons les consigner à la Banque centrale du Congo en attendant de voir clair avec ces dossiers-là. Alors, je sais qu'elle est beaucoup interpellée en ce qui concerne les traitements qu'on réserve aux nationaux par les investisseurs étrangers. Elle s'y met, ou toute son équipe s'y met. Et je vous dis qu'elle n'a pas l'habitude de pouvoir parler à tout bout de champ, mais elle fait des choses très efficaces. Elle a désamorcé la bombe qui devrait éclater avec les chauffeurs routiers, vous savez, de la nationale numéro 1. Elle a dit au Premier ministre, donnez-moi ça, parce que ce sont des travailleurs, donnez-moi ces dossiers. Alors, avec tous les experts des ministères connexes, ça veut dire l'économie, le budget, quoi encore, elle a tenu une réunion pour leur parler, en les regardant droit dans les yeux pour dire nous avons besoin assez que les chauffeurs là ne puissent pas entrer en grève parce que nous avons assez de problèmes aujourd'hui. Et avec la féminité, non, la touche maternelle. Ah, maternelle. Non, on peut être féminin sans pour autant être maternelle. Avec cette touche maternelle, moi je trouve que les warriors au sein du gouvernement, les warriors femmes amènent une autre touche, mais ils savent qu'elles seront jugées doublement. Triplement même. Elles fournissent des efforts pour laisser des empreintes, mais ils n'ont pas envie de pouvoir claironner, chanter, parce que nous savons comment, quand vous parlez un peu trop, vous allez un peu vite en besogne, quelles sont les conséquences qui entourent les discours, mais il y a le travail se fait de manière efficace qu'on attend dans les 100 jours, s'il vous plaît. Dans les 100 jours, on ne peut pas juger parce que les 100 jours permettent à ce qu'on puisse faire l'état des lieux. Et les 300 jours qui suivent, c'est pour maintenant se lancer avec des actions palpables. J'avoue qu'en vous posant cette question, je me disais que le premier nom qui allait sortir, comme ça a toujours été un peu souvent, ça allait être le nom de F. Bazaïba. F. Bazaïba et Warriors. Elle a refusé la corruption. Elle a refusé la corruption. On va reprendre Colette Kimontou. On voit, tout le monde attend, en fait, pas tout le monde, une bonne partie des gens attendent Madame F. Bazaïba. On l'a citée énormément quand il s'agissait de la présenter surtout comme une référence, un modèle. Aujourd'hui, qu'elle est dans la gestion. En tout cas, c'est pas le premier nom que vous avez donné. Non, c'est pas le premier nom qui m'est venu parce qu'on m'avait posé. Moi, j'ai vu la dame du portefeuille, c'est non. Mais Madame F. Bazaïba, c'est une grande dame. On n'a pas à dire non. Elle a été une. C'est ce que moi je dis souvent. On peut être une grande opposante. Mais quand on te met devant la réelle politique, des fois, c'est pas la même chose. C'est ce que moi, Est-ce que c'est le cas avec elle? Bon, le ministère de l'Environnement, en fait, c'est un méga ministère. Très méga. Des fois, nous l'oublions souvent. On n'en parle pas souvent parce que nous, en République démocratique du Congo, nous mettons trop l'accent sur les mines, sur ça et ça. Et des fois, nous oublions ce méga ministère qui est vraiment aujourd'hui un ministère phare. Ça devait être un ministère phare parce que nous avons le deuxième poumon économique du monde aujourd'hui. Nous avons de l'eau douce dans notre pays. Et je vous l'ai dit, la troisième guerre qui viendra en RDC, ça sera la guerre de l'eau. On nous fait déjà la guerre pour la forêt. Je ne sais pas si nous avons nos pourcentages pour le carbone qu'on devait payer à la RDC. Donc, c'est un méga
méga ministère et tous nos regards devaient être tournés vers ce ministère. J'ai appris qu'elle était à Londres dernièrement pour parler encore de la RDC dans ce secteur de l'environnement. Et nous lui souhaitons bonne chance. Moi, je suis féministe. Je donne toute la chance à les warriors, les femmes qui sont là-bas. Je ne vous demande pas de prouver que vous êtes intelligente. La femme n'a pas à prouver. Je le dis tous les jours. Mettez-vous au travail et faites le travail et donnez maintenant la chance à d'autres femmes d'accéder au gouvernement. Josette Kaya, un mot sur Madame Ève. Oui, Madame Ève, nous le savons tous. D'ailleurs, Madame Ève est un modèle pour beaucoup de femmes parce que c'est une femme forte, c'est une femme battante. Ce ministère, c'est vrai, ça dépend de la considération qu'on donne à ce ministère. Parce que l'environnement, c'est quand même une vice primature, ça montre insuffisance qu'on a donné une place prépondérante. Tout à fait, parce que la vie de la planète en dépend. Ok. Alors aujourd'hui, j'ai lu quand elle a parlé, elle s'est prononcée sur la corruption. Ça veut dire, c'est une dame qui a déjà appelé ou demandé ou soit donné un signal fort par rapport à la corruption, parce que c'est le plus grand mal qui détruit notre pays. Dans ces secteurs, la corruption, quand il s'est prononcé, je me dis, soit il y a Anguille sous roche, soit je dois approcher Madame Ève Bazaïba, parce que c'est une femme qui est ouverte, et dans les débats féminins, en tout cas quand vous l'invitez, il n'y a pas de problème. On lance une invitation, Madame. Voilà, tout à fait, vous pouvez en profiter. Donc, moi je me dis, en tant que journaliste, je me dis, il y a Anguille sous roche, pourquoi elle s'est prononcée sur ça? Est-ce que, mais nous savons que la République démocratique du Congo, c'est un mauvais élève, nous sommes le deuxième poumon, mais quand on parle même du bassin du Congo, la République démocratique du Congo ne participe pas. Nous ne cotisons pas. C'est le Congo-Brazzaville qui est un petit pays qui parle, ou le Gabon, donc les deux pays qui s'approprient, qui s'accaparent, parce qu'au moins ils sont réguliers avec les cotisations. Nous ne cotisons pas, mais la plus grande partie revient à la République démocratique du Congo, mais avec la touche maternelle, parce qu'elle sait que ça, cela dépend de la vie des gens. Je crois qu'elle va apporter. C'est pourquoi je vous ai dit, même Paulette l'a dit, les femmes n'ont pas besoin de prouver. Elles ont besoin de travailler. Laissons-les travailler. Elles travaillent. Voilà, on parlait un peu de ce bilan. 100 jours, on ne peut pas faire un bilan, on peut peut-être faire une évaluation, une toute pensée, une pensée vraiment positive. Mais il y a eu quand même au sein des entreprises des changements, CNSS, INPP, au niveau des portefeuilles. On a changé quand même quand la base a demandé qu'on change le DG au niveau de, j'allais dire Sotraco, Sotras, non, pas non plus. Transco, on a changé quand même parce qu'on a vu que... Donc les choses sont en train de bouger. On pense à toutes ces femmes, pas qu'à toutes ces femmes, mais bon, le débat au féminin, on pense quand même à toutes ces femmes qui sont au gouvernement, le ministre de Mines, il y a un ministre de genre, formation professionnelle, la vice-ministre de l'EPST, de Finances. En tout cas, on pense à toutes ces femmes et on vous lance une invitation solennelle. N'hésitez pas, venez participer avec nous dans le cadre de débat au féminin. C'est vrai que vous ne voulez pas clairer, mais en même temps, il faut que les gens puissent savoir ce que vous êtes en train de faire. On va terminer avec cette émission, mais avec le processus des désignations de la CENI. Je me dis peut-être que les gens sont en train de chercher le consensus. Je me dis, ici, la clé, c'était une femme. Josette Kaya. Et si la clé pour le consensus par rapport, j'allais dire au président de la CENI, des avec l'œil maternel. Voilà, déjà appris avec toi. Pourquoi pas, parce qu'à la dernière émission, j'avais dit qu'il y avait quand même une sorte des choses d'injustice au niveau des animateurs, parce qu'il n'y a pas de femmes, on n'a pas mis un accent particulier, alors que les femmes, nous avons milité. Là, maintenant, femme politique que je suis, nous sommes allés même voir Lutundu, là, pour qu'on puisse revoir, qu'il puisse revoir la proposition qu'il avait faite, qui est devenue, qu'on a promulguée, qui est devenue maintenant la loi organique. Nous avons vu qu'il y avait une sorte d'injustice. Alors, si c'est une femme, pourquoi pas une femme? Il y a même des
gens qui disent, bon, si c'est comme ça, on n'arrive pas à lever les consensus qu'on aille visiter dans la majorité parlementaire. Alors, si on va visiter dans la majorité parlementaire, là, on va parler de l'AFDCA qui a beaucoup plus de... Alors, qu'on cherche une femme au sein de l'AFDCA, pourquoi pas? C'est un clin d'œil à votre parti, là. Pourquoi pas? Pourquoi pas une femme au sein de la majorité parlementaire? Mais qui a dit que le président de la CENI ne devait être qu'un homme? Parce qu'il provient de confession religieuse ou comment? Je sais pas. Bon, je suis chrétienne, mais on le sait que la religion, c'est un tout petit peu misogyne, on le sait. Hein? On le sait. Je suis chrétienne, mais je le sais que la place de la femme, de fois, dans la religion est souvent reléguée au second plan. Ça, c'est une réalité. Et ça fait extrêmement mal de trouver que au bureau, dans les institutions ou dans les organes décisionnels, il y a pas de femmes. Toujours pas de femmes. Est-ce de notre faute? Est-ce que nous nous battons pas assez? Est-ce que les hommes ne veulent pas de notre présence parce que nous sommes peut-être plus, moi je le dis, peut-être plus intelligentes peut-être plus subtiles à régler certains différends que les hommes ne parviennent pas à faire parce que les hommes c'est vraiment du tic au tac, mais les femmes peuvent contourner, subtil, la maternité, la féminité, tout ça, ça joue. Et pourquoi pas une femme peut-être, moi je dis peut-être même à la tête du pays. Moi je rêve d'une femme à la tête du pays, de ce Congo. Et à la CENI, encore plus, parce que c'est vraiment l'organe qui va nous permettre de passer cette étape, moi je dis, douloureuse des élections. Parce que chez nous, en Afrique, les élections sont une étape douloureuse. Jamais de paix après. Alors, si on peut chercher une femme d'exception qui pourra sauver la RDC, pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas, messieurs, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Pourquoi pas une femme, Pourquoi pas une femme? Cette femme-là existe déjà. Je vous dis qu'elle existe déjà, elle est quelque part. Il suffit seulement qu'on lui ouvre le boulevard pour qu'elle vienne s'installer. Peut-être qu'elle doit se battre aussi un peu. Elle se bat, mais n'oubliez pas que la politique, c'est un terrain d'hommes. Les hommes ont découvert la politique bien avant et ils veulent s'y accrocher. Alors les femmes qui arrivent, c'est vrai, nous bousculons, mais il faut qu'il y ait quand même un peu, qu'on regarde un peu. La politique, voilà. je précise, avant la venue des Occidentaux, avant la venue des Blancs en Afrique, on a eu des reines en Afrique. Oui, on a eu des Amazones, on a eu des reines. C'est cette colonisation qui nous a encore relégués. Ça, c'est vrai. Ajouté à la religion qui nous a relégués au second plan. Ça, c'est vrai, je l'ai toujours dit. C'est vrai, si on recourt seulement à ce qui se faisait avant de prendre une décision, on recourait aux femmes. On recourait aux femmes. Alors, si on le fait aujourd'hui, c'est pourquoi je dis cette femme-là existe. S'il y a blocus, si ça bloque, il faut recourir aux Amazones. Il y en a. Il y a des en tout Amazones. Cas, par rapport à la CENI. C'est pas la troisième voie, seulement la femme. Si vous pensez que ça ne va pas, et si vous voulez refuser le glissement, en tout cas, j'étais votre dévolu sur une femme. Peut-être que ça peut décanter toute la situation. Mesdames, les Amazones que j'ai eu à recevoir ici, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs et téléspectateurs de Top Congo. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Vous savez qu'il y en a de plus en plus qui nous suivent, même en Mauritanie. Mauritanie, on nous a dit, on suit le débat. Non, même pas des Congolais, c'est vraiment un Mauritanien qui a réagi, qui a dit qu'il nous suit. Il s'appelle Abdoulaye. Bon, en tout cas, je profite pour le saluer. Merci, au nom de Top Congo également. Il veut vous donner la nationalité mauritanienne. Donc, Top Congo, il suit régulièrement Top Congo et je voulais en profiter pour, avec lui, je pense qu'il y a beaucoup de Mauritaniens, comme quoi la radio, elle porte bien plus loin que la RDC. Merci à vous. On se dit au revoir. À très, très bientôt pour un autre numéro de débat au féminin. Ça se passe entre femmes, mais ça n'a rien de sexiste. À très bientôt. Journalisme en République démocratique du Congo, entre militantisme et professionnalisme, que faire? 100 jours du gouvernement Sama Lukonde, quelle est la femme qui a marqué les 100 premiers pas des Warriors? Processus de désignation de délégués à la CENI, et si la clé du consensus au niveau des confessions religieuses était une femme? Le débat au féminin reçoit ce samedi 13h30 après les infos Josette Kaya et Paulette Kimuntu, journalistes indépendantes. Le débat au féminin, c'est sur Top Congo FM.